Écoutez, c'est un honneur pour moi de prononcer la conférence de clôture. En même temps, c'est une angoisse épouvantable parce que je ne sais plus qu'est-ce que je vais avoir à vous dire de nouveau après tout ce qu'on a entendu depuis le début. Alors, je faisais une blague tantôt parce que je disais, quand j'ai écouté ce matin la conférence d'ouverture de Mme Craig, je dis, oh, wow, elle a tout dit ce que j'avais à dire. Bien, pas vraiment. Mais dans le sens que je vais faire du pouce sur ce qu'elle a dit aussi, puis sur ce que j'ai entendu dans la journée. Ce qui est rassurant, c'est que on s'en va tous dans le même sens. Et c'est vraiment intéressant de voir là, comment les échanges qu'on a aussi entre les communications et tout ça. Alors, pour ma part, j'ai choisi de vous parler du pouvoir d'action du personnel éducatif pour créer un milieu scolaire positif. Pour créer un milieu scolaire sain, sécurisant, sain, sécuritaire, bienveillant. Alors, on utilise toutes sortes de termes. Alors, moi, j'ai décidé de faire court pour le moment. Alors, milieu scolaire positif. On sait que, bon, je vais aborder avec vous le problème multidimensionnel que celui de la violence à l'école. Donc, on comprend que, étant donné que ce problème-là, ou ces difficultés-là, qu'on peut appeler intimidation, harcèlement, brimade, maltraitance, violence, comportement agressif ou peu importe, on sait que ce sont des comportements qu'on souhaite voir diminuer au profit des comportements prosociaux. Alors, on sait aussi que ça prend plusieurs interventions pour pouvoir s'inscrire dans la continuité et pour pouvoir créer justement des milieux scolaires positifs. Alors, je vais passer rapidement sur les interventions appuyées ou non par la recherche. On va regarder au-delà des savoirs et des savoir-faire, le savoir-être. L'inestimable pouvoir d'action des adultes pour changer les choses. On va regarder qu'est-ce qu'une approche globale et positive comme cadre commun de référence peut nous donner comme outil pour travailler dans le même sens. Aussi, on va viser le bien-être de tous les enfants en allant voir un peu ce que dit la Charte des droits universels des enfants. On va voir comment on peut cultiver les attitudes de bienveillance à l'école et finalement, on va aussi regarder l'inestimable pouvoir d'action des jeunes pour changer eux-mêmes les choses. Alors, comment on peut faire pour les initier à la relation d'aide et ainsi transmettre dans le milieu des attitudes de bienveillance. Alors, sur les choses qu'on a déjà vues, par exemple, les modèles, je vais passer rapidement. Si je regarde la nature multidimensionnelle de la violence à l'école, alors on sait le graphique, la figure que je vous ai présentée ici, c'est une figure qui montre comment l'enfant, lorsqu'il arrive à l'école, a subi les influences de différents milieux. Donc, d'abord, c'est ces facteurs personnels qui peuvent influencer le développement de comportements agressifs ou pas. Ensuite, comment sa famille va intervenir. On a vu ce matin que bon, les dîners avec les parents ou la qualité de la relation avec les parents a été aussi très déterminante. Ensuite, on va regarder ce que l'école peut faire pour être comme un facteur de risque ou aussi un facteur de protection. Alors, on sait que l'enfant se construit par ce qu'il voit et par ce qu'il ressent. Alors, on se souvient tous, bon, vous avez fait aussi l'exercice aujourd'hui de revenir en arrière dans les années pour voir comment ça se passait pour vous quand vous étiez à l'école. Donc, on s'est construit par ce qu'on a vu et par ce qu'on a ressenti aussi à travers les relations qu'on a développées avec les membres de notre famille ou avec nos amis. Donc, l'enfant, tout comme nous, alors le grand enfant que nous sommes devenus, on reproduit les comportements qui nous procurent le plus de satisfaction et qui répondent le mieux à nos besoins aussi. Alors, c'est comme ça qu'on peut analyser comment les enfants peuvent se comporter dans une situation X sans qu'il n'y ait pas vraiment d'intention malveillante, mais dans des situations où ça peut quand même faire mal et blesser la personne qui le vit. Donc, les facteurs liés à l'école, alors je vous présente ici le modèle que certains de mes étudiants connaissent. C'est le modèle qui explique comment l'école peut contribuer. Alors, qu'est-ce qui est dans une école peut contribuer à vraiment améliorer le climat ou à augmenter le taux de victimisation? Alors, on voit le soutien social dans l'école, c'est extrêmement important. On a parlé ce matin puis cet après-midi du climat de l'école. Alors, le climat est fait par les relations entre les pairs, les relations entre les adultes, le sentiment de justice, de sécurité. Alors, ce sont des choses que vous avez entendu parler.
c'est aussi au niveau des règles et les interventions que font les enseignants. Dans la communication, la conférence que je suis en train de prononcer veut vraiment mettre de l'avant l'apport important, pas seulement des enseignants, mais de tous les adultes qui évoluent autour des enfants dans les écoles. Alors, c'est sûr que la littérature nous parle beaucoup de la relation enfant-enseignant. Nous parle beaucoup comment c'est important que l'enseignant fasse telle chose, utilise tel moyen. Mais quand je vais parler du personnel scolaire, on va comprendre que ce sont les enseignants, les éducateurs, les psychoéducateurs, toutes les personnes qui travaillent autour des enfants et qui contribuent justement à faire l'équipe, ce qu'on appelle l'équipe scolaire ou la communauté éducative. Alors, un mot rapidement. Ce matin, Mme Craig a donné des chiffres sur l'intimidation au Canada. Alors, j'ai l'impression de me répéter, mais je sais que, parce que depuis le mois d'avril, où on a sorti nos résultats de l'étude CEVEQ, alors l'enquête nationale sur la violence dans les écoles québécoises, je vous ai fait un petit résumé, pour revoir avec vous à quoi ça peut ressembler, par exemple, ce qu'on appelle la violence dans les écoles au Québec. On a choisi d'évaluer des comportements parce que c'était comme plus facile de comptabiliser aussi et c'était comme plus facile d'être certain de savoir ce qu'on évaluait parce que vous savez comme moi, le terme intimidation est utilisé à toutes sortes de situations et c'est parfois difficile de savoir si ce qu'on évalue, c'est vraiment la vraie chose qu'on veut savoir. Alors, si on regarde au niveau des... dans l'étude, vous allez pouvoir voir beaucoup plus de résultats. Vous pouvez aller consulter le rapport sur le site de la chaire, mais je vous ai fait un petit résumé. Donc, ce que les enfants du primaire et du secondaire nous ont dit, alors on avait près de 70 000 personnes qui ont répondu au questionnaire de l'enquête et on va faire l'année prochaine, au printemps, le deuxième temps. C'est-à-dire qu'on va avoir des données pour pouvoir comparer 2 ans plus tard comment, justement, ces comportements-là ont évolué ou comment se sont transformés dans les écoles. Alors, c'est la première fois qu'on va pouvoir faire quelque chose comme ça. Alors, le principal comportement que les enfants nous ont dit et les adolescents, c'est de se faire insulter ou traiter de nom. Ensuite, je vais y aller avec le primaire parce que, en gros, les enfants du primaire nous ont dit dans des proportions beaucoup plus importantes se faire agresser et à répétition beaucoup plus fréquemment que les plus vieux. Alors, si on regarde insulter, bousculer, la cible de commérage pour éloigner les amis, ce sont des comportements qu'on n'entrait pas autrefois dans la violence, mais qu'aujourd'hui, on va utiliser le terme de comportement d'agression, que ce soit des comportements de nature mineure ou de conséquences plus graves. Alors, on voit frapper, vol d'objets personnels, se faire traiter de pédale, de fif, de PD, de gouine, menacer sur le chemin de l'école ou encore la cible de messages humiliants sur Internet. Les grandes lignes de cette étude-là nous montrent qu'au primaire, les enfants sont plus nombreux à dire qu'ils vivent ce type de comportement-là. Mais si vous voyez, au niveau du primaire et du secondaire, quand on parle, les enfants sont agressés, se disent agressés souvent ou très souvent. Au secondaire, ça se rejoint pas mal. Alors, c'est-à-dire que les jeunes qui subissent de façon régulière des comportements d'agression de leur père sont en proportion assez semblable entre le primaire et le secondaire. Par contre, plus on est petit, moins on est capable de trouver des façons de réagir à ce type de comportement-là. On n'a pas la maturité non plus et on a l'impulsivité qui fait en sorte que les victimes peuvent aussi devenir des agresseurs, entre guillemets. J'aime pas beaucoup nommer ou donner cette étiquette-là, mais c'est comme ça qu'on est habitué de les définir. Alors, c'est les premiers chiffres qu'on a. On va voir qu'est-ce qu'on pourrait avoir au printemps prochain pour faire la comparaison. Alors, on a très hâte de le faire. Les interventions maintenant. Ce qu'on a vu dans la journée, vous connaissez le fameux modèle à paliers, à trois paliers. C'est le modèle qui a été emprunté au modèle de la santé. Alors, on a utilisé, quand j'étais psychologue scolaire, j'ai utilisé beaucoup ce modèle à 3 paliers aussi pour travailler avec les élèves qui avaient des problèmes de comportement et pour prévenir. Alors, les interventions qui sont généralement appuyées par la recherche, on les voit, sont des interventions qu'on appelle universelles, c'est-à-dire qu'on prévient le comportement qu'on a déjà identifié, des interventions sélectives ou des interventions ciblées. Jusqu'ici, ça va? Vous avez déjà entendu parler de ça ce matin.
Si je vais trop vite, dites-le moi, que je peux prendre pour acquis que vous savez, mais parce que je l'ai vu dans quelques présentations. Les interventions peu appuyées par la recherche maintenant, mais qu'on rencontre quand même dans les écoles. Alors, tout ça pour dire comment c'est important de valider les interventions qu'on peut faire, parce que ce n'est pas les interventions que nous, dont nous, on a, j'allais dire souffert, mais qui ont été utilisées quand on était jeunes, sont aussi très facilement reproduites. J'ai des étudiants à l'université où ils font des stages vraiment en enseignement et ils apprennent des méthodes, disons, plus positives. Par contre, dans des situations plus stressantes en milieu scolaire, où ils vont machinalement réutiliser les méthodes qu'ils ont vécues étant enfants. Donc, c'est important de voir comment la recherche peut appuyer les interventions pour aider les personnes à donner encore plus de soutien aux enfants. Donc, la mise en œuvre de programmes d'intervention sans la mobilisation du personnel et des élèves. Alors, ce matin, on a vu qu'il y a certains programmes d'intervention qui sont efficaces, d'autres moins. J'ai même lu une étude, c'est incroyable ce qu'on retrouve des fois. Il ne faut pas tout croire ce que vous voyez dans les recherches. Il faut vraiment aller voir comment les devis de recherche sont faits. Okay? C'est-à-dire, pas dans les recherches, mais dans les statistiques. Parce que la même étude peut apporter des statistiques différentes, mais parce que ça a été fait d'une façon différente auprès des populations différentes. C'est un peu ce qui explique aussi quand on entend parler des statistiques, le taux d'intimidation peut varier d'une étude à l'autre et on a des taux de 3 aller jusqu'à 75 selon les pays ou selon les devis, les méthodologies, les âges des enfants qu'on a interrogés. Donc, c'est très important de bien lire quand on regarde comment les recherches ont été faites. Alors, il y a des programmes. J'ai lu un article l'année dernière où on disait que dans les écoles où il y avait fait l'étude, les écoles où il y avait un programme d'intervention arrivaient à moins bien contrôler, si on peut dire, les problèmes de violence que ceux où il n'y en avait pas. Mais voyez-vous, quand on regarde plus loin, on ne savait pas quelle sorte de programme d'intervention que c'était. C'était juste, dire il y avait un programme ou pas. Alors, à première vue, ça peut nous sembler assez bizarre, mais ça l'est aussi. Alors, la mise en œuvre de programmes d'intervention sans la mobilisation du personnel et des élèves. Autrement dit, on pourrait payer un programme d'intervention qui a fait ses preuves à l'étranger ou qui a vraiment été vraiment pris par plein de milieux scolaires, mais ça ne garantit pas l'efficacité et les objectifs qu'on va atteindre. Les punitions, les suspensions, les expulsions, on ne le dira jamais assez, ce n'est pas efficace pour enseigner des comportements prosociaux aux enfants. Par contre, on les inclut dans nos processus ou dans nos codes de vie ou dans nos conséquences, on peut dire, le plus loin possible. Parce que si elles sont utilisées sans apprendre un comportement de remplacement, on ne peut pas penser qu'on va apprendre aux enfants à se comporter de façon plus positive. Alors, des interventions qui ont en absence de comportement de remplacement, des interventions ponctuelles, utilisées une seule fois, comme ce que disait Mme Craig ce matin, une conférence, c'est intéressant, disons, même une semaine thématique. Et ce n'est pas juste dans le domaine de la prévention de la violence, hein. C'est dans tous les domaines. Quand je parlais avec des collègues en prévention de la toxicomanie, en prévention, peu importe ce qu'on veut prévenir, une seule fois, ce n'est pas garanti que ça va assurer la pérennité des interventions puis des effets non plus. Parce que les interventions les plus efficaces sont celles qui s'inscrivent dans le quotidien des enfants. La vidéosurveillance, alors même si on met encore on met encore des caméras dans certaines écoles, la vidéosurveillance a été démontrée comme étant quelque chose qui n'est pas efficace non plus pour apprendre des comportements prosociaux. Les gens ont tendance à se sentir plus en sécurité à court terme lorsque ça se produit, lorsqu'on les installe. Et à plus long terme, ce qu'on voit dans les études, c'est qu'on dit que les gens développent des comportements de méfiance, vont peut-être plus se cacher ou certains vont même dire c'est une atteinte à nos droits et libertés des personnes. L'approche de la tolérance zéro. Alors, des fois, je vois les gens qui ont les oreilles qui relèvent quand je dis que ce n'est pas efficace, parce que ça a été vraiment mélangé avec d'autres types d'approches. Alors, quand
on entend aujourd'hui la tolérance zéro. On peut dire, bon, je n'accepte pas tel type de comportement. Par contre, ce qui a été démontré, c'est que les comportements par palier d'intervention, donc les interventions doivent être adaptées à la sévérité ou au type de comportement qui a été fait. Donc, pour éviter des punitions trop sévères et la criminalisation des écarts de conduite mineurs. Alors, la formation du personnel scolaire, c'est un enjeu de taille pour les aider à créer un milieu positif. J'ai une diapo qui s'est changée tout seul. Eh bien. Alors, je vais vous dire, la formation initiale, si vous avez lu l'article qui est apparu dans Le Devoir en fin de semaine, on publiait les résultats de l'étude qu'on a fait. Ce que le personnel scolaire nous a dit, c'est que 80% du personnel scolaire qui travaille dans une école, en moyenne dans une école primaire, n'a pas reçu de formation, c'est-à-dire de formation pour les aider à prévenir et à gérer les comportements violents, entre guillemets, et difficiles à l'école. Les chiffres que vous avez là sont séparés selon que c'est le personnel au complet, le personnel enseignant, le personnel professionnel et tous les autres personnels qui ont répondu à l'enquête. Au secondaire, c'est aussi semblable, 82,5% qui disent qu'ils n'ont pas eu de formation initiale, c'est-à-dire à l'université. Actuellement, les réflexions sont enclenchées dans les universités, à savoir, qu'est-ce qu'on va faire avec ce phénomène-là. C'est-à-dire que beaucoup a été mis sur les didactiques, sur les approches scolaires. En fait, ce qu'on attend d'habitude d'une école, c'est surtout que les enfants apprennent. Par contre, on a vu disparaître depuis quelques années toutes les dimensions psychologiques, la psychologie de l'enfant, la compréhension des dynamiques de groupe. Il y a bien des cours de gestion de classe qui se donnent dans les facultés d'éducation, mais c'est donné de façon inégale et ce sont les programmes qui décident ce qu'ils donnent. Alors, si on regarde, j'ai 2 claviers. Au niveau de la formation continue maintenant. Alors, la formation continue, c'est tout ce qui est perfectionnement. On a demandé aux gens, est-ce que vous avez reçu la formation continue sur la question? Et là, c'est un peu 53% au primaire qui nous ont dit qu'ils n'en avaient jamais eu. Et au secondaire, il y en a encore davantage. Alors, avec tout ce qu'on entend et tous les efforts qui sont mis dans les écoles depuis quelques années, je me serais attendue à ce qu'il y ait eu un plus grand nombre de personnels scolaires dans les écoles qui aient eu de la formation continue. Mais ce n'est pas le cas. On va voir au printemps prochain si ces pourcentages-là ont augmenté. Je vous montre des chiffres qui sont pas contradictoires, mais qui vont avec. Alors, 80% du personnel scolaire dit qu'ils n'ont pas eu de formation. Mais est-ce que ça veut dire qu'ils ne se sentent pas efficaces pour gérer, puis pour prévenir, puis pour travailler auprès des enfants dans les écoles? Alors, 91% au primaire et 83% au secondaire nous ont dit qu'ils se sentaient capables d'intervenir avec succès quand ils sont témoins de violences verbales entre 2 élèves. Alors, il reste 10% à peu près dans une école en moyenne qui disent qu'ils ne se sentent pas efficaces pour intervenir au niveau verbal. 90% rapportent se sentir capables d'intervenir efficacement lorsqu'un élève a un comportement violent envers eux. Alors, c'est quand même un très grand pourcentage de personnes qui disent qu'ils sont capables. Regardez, ça baisse par contre. 76% disent se sentir capables d'intervenir efficacement face à une manifestation de violence d'un collègue à leur égard. Ce qui nous a permis, en utilisant le concept de violence à l'école, de comportement agressif ou d'agression, ça nous permet d'aller vérifier dans l'école tous les types de comportements entre les individus. C'est-à-dire qu'on sait les comportements d'agression par les pairs, par exemple, les comportements des élèves envers les adultes, les agressions que les adultes subissent aussi. Parce que les adultes qui travaillent en milieu scolaire peuvent subir les agressions des enfants, de leurs collègues, des parents et aussi des directions et des supérieurs et tout ça. Alors, c'est toute une dimension qui existe, pas juste dans l'école, mais dans tous les milieux de travail où on est aussi. Mais à l'école, c'est comme ça. Alors, on serait après à se demander, est-ce que la formation du personnel scolaire, c'est important, mais est-ce que c'est suffisant? D'après vous, qu'est-ce que vous en pensez? Alors, au-delà des savoirs, des connaissances et des savoir-faire, tous les outils qu'on peut accumuler et tout ça, le savoir-être. Alors, on pense souvent que pour acquérir une compétence, se sentir capable d'intervenir auprès des jeunes là-dessus,
Il faut avoir des savoirs, donc des connaissances, des savoir-faire, des interventions et du savoir-être. Mais savoir-être, on le passe bien, bien vite. On revient aux outils, à la formation, aux connaissances, aux livres. On va chercher des programmes efficaces. Puis le savoir-être, il est comme en toile de fond un peu. Mais c'est ça que je veux faire ressortir avec vous aujourd'hui. Comment c'est important, comment... Je ne suis pas en train de dire que ce n'est pas important, les outils, loin de là, OK? Par contre, je suis en train de dire, si vous n'en avez pas, si vous n'avez pas si vous creusez la tête, vous ne savez pas quoi faire ou pas quel outil utiliser, quel programme utiliser, revenir à vous comme principal outil d'intervention, c'est une idée assez sage et revenir sur vos émotions, vos sentiments que vous pouvez éprouver envers un enfant qui est en train de se faire harceler ou bien envers un enfant qui en a harcelé un autre puis que vous ne savez vraiment pas comment intervenir avec lui. Donc, les savoir-faire sont des contributions techniques, il ne faut pas l'oublier, qui doivent être combinées à une approche relationnelle, comme tout ce qu'on a dit dans la journée. Donc, le savoir-être, c'est une question d'attitude. L'inestimable pouvoir d'action des adultes pour changer les choses. Alors, j'entends souvent des gens qui me disent dans les écoles, mais par où on va commencer? Moi, je voudrais bien, mais je suis toute seule, ou j'ai pas le temps, ou ça me demande trop de temps, ou des choses comme ça. Alors, il faut d'abord penser que la relation entre l'enfant et l'adulte, c'est un incontournable. Alors, vous avez sans doute dans vos souvenirs d'écoliers, des enseignants ou du personnel qui vous ont marqué. Moi, j'en ai. J'étais en 4e année. L'enseignante que j'ai eue, elle était vraiment assez exceptionnelle. Elle partageait avec nous ce qu'elle faisait. C'était pas seulement une enseignante, c'était une personne qui prenait le temps de nous accueillir et pour qui on était chacune une personne différente. Et elle avait le tour de venir nous chercher et d'aller chercher le meilleur de chacun d'entre nous, même du jeune qui était le plus tannant dans la classe. Alors, l'inestimable pouvoir d'action des adultes pour changer les choses, bien, les adultes du milieu connaissent le milieu, connaissent les enfants. Je vous disais tantôt qu'une conférence ou des programmes qu'on vient, des spécialistes qui viennent mettre les choses dans votre école, ils ne connaissent pas la culture, ils ne connaissent pas nécessairement, ils ne connaissent pas les enfants non plus et ils sont plus loin. Donc, les gens qui travaillent dans le milieu sont les personnes qui ont vraiment le plus de potentiel relationnel pour travailler avec les jeunes. L'accompagnement au quotidien. J'ai déjà fait j'ai écrit, maintenant je suis plus pro-programme, là, je suis plus pro-relation, mais j'ai déjà évalué un programme que j'avais écrit dans une école où il fallait aller présenter des activités ou des ateliers de développement personnel dans les écoles. Alors, ça a été très, très difficile de faire accepter aux enseignants dans cette école-là que ça devait être eux qui faisaient les ateliers d'entraînement aux habiletés sociales. Parce qu'ils étaient habitués que ce soit des spécialistes qui allaient faire et tout ça. Mais la différence, c'est que lorsque ce sont les enseignants ou les personnes les plus près des enfants qui le font, ils peuvent vraiment appliquer au quotidien, intervenir au quotidien et accompagner sur le fait même lorsque les situations arrivent. La force du modèle des adultes, à ce moment-ci, on ne le dira jamais assez, donc le modelage, comment les adultes se parlent dans l'école, comment on considère nos collègues, comment nos collègues nous considèrent, comment on se parle. Ce sont tous des choses, tantôt je disais, l'enfant se développe par ce qu'il voit puis par ce qu'il ressent. Mais ce sont toutes des choses qu'ils voient et qu'ils perçoivent. Quand on parlait de la victimisation des enfants, on s'aperçoit que les jeunes qui n'ont pas d'amis, alors, ce n'est pas un programme, l'amitié, c'est des relations à développer. Un enfant qui n'a pas d'amis dans une classe, un enfant qui ne peut jamais participer dans les équipes, qui est choisi le dernier sur le banc dans le gymnase et que c'est régulièrement comme ça. Alors, c'est un enfant qui est en souffrance, puis un fait étrange, puis pas, dans le fond, c'est qu'un enseignant ou un adulte dans une école qui n'a pas d'amis est aussi plus à risque de se faire harceler ou de se faire violenter par les élèves parce qu'il est tout seul, donc la vulnérabilité est comme plus évidente. Alors, l'inestimable pouvoir d'action des adultes.
Mais qu'est-ce qu'il faut faire pour se mobiliser? Parce que c'est difficile de mobiliser une équipe et c'est le fun quand on peut l'avoir. C'est très rare qu'on arrive à avoir 100% d'adhésion. Par contre, en partant, il y a généralement une 20% à peu près des gens qui sont réticents à modifier les pratiques. Par contre, c'est vraiment avec le temps qu'on arrive vraiment à aller chercher ces personnes-là. Ils deviennent vraiment des collaborateurs extrêmement importants. Donc, qu'est-ce qu'on veut faire? Il faut centrer notre idée sur qu'est-ce qu'on veut faire dans notre école. Est-ce qu'on veut, par exemple, lutter contre la violence à l'école, avec tout le vocabulaire que ça suit. Okay? Je lutte contre la violence. Est-ce que c'est ce que je veux véhiculer comme message? Ou est-ce que je veux créer un milieu scolaire bienveillant, sécurisant? Quand on travaille en modification de comportement, quand on dit aux jeunes « arrête de te battre », on n'est pas en train de lui dire qu'est-ce qu'on veut qu'il fasse. On est en train de lui dire qu'est-ce qu'on ne veut pas qu'il fasse. Mais il ne sait toujours pas comment le faire. Alors, tout à l'heure, quand je parlais de comportement de remplacement, c'est ce que je voulais dire. Alors, est-ce qu'on s'enligne tout le monde ensemble pour travailler sur un objectif qui est positif, qui est le fun, qui est motivant, ou est-ce qu'on choisit des termes qui sont un petit peu plus encombrants quand on arrive pour les opérationnaliser dans le milieu? Il y a des écoles qui ont vraiment choisi de travailler sur le développement de la prosocialité. Alors, ils ont fait des affiches dans les écoles avec vraiment des messages, des images, et on voit, quand on se promène dans les corridors, qu'est-ce qu'on s'attend, c'est quoi les comportements qu'on s'attend à développer dans cette école-là. Comment on veut le faire aussi, c'est une autre question. Avec tous les outils qui existent, avec les méthodes, avec les équipes, il faut monter un comité. Comment on veut faire ça? Donc, s'appuyer sur un modèle de promotion, de prévention visant le bien-être de tous. On pourrait travailler sur quelque chose dans une école qui prévient à la fois le décrochage, des problèmes de santé mentale, exactement dans le même sens que Mme Craig disait ce matin. On n'aurait pas à travailler seulement sur la prévention de la violence, par exemple, la prévention du décrochage, la prévention de la toxicomanie, puisque les grandes bases de l'apprentissage de vivre ensemble sont tous, à la base, sont tous finalement liés à ces genres de problèmes qu'ils peuvent développer. Est-ce qu'on se sent capable? C'est quelque chose qu'on ne discute pas souvent. Avons-nous le pouvoir personnel et collectif d'agir? Est-ce que moi, je me sens capable, par exemple, dans les données qu'on a vues tout à l'heure, d'intervenir? C'est une chose. Mais est-ce que je sens que comme école, mes collègues, mon groupe de collègues, est-ce que je nous sens capables? Est-ce qu'on est efficace? Alors, c'est une deuxième dimension qu'il faut voir comment on pourrait le devenir. Alors, reconnaître et développer le pouvoir d'agir du personnel scolaire. J'ai trouvé une définition ici qui dit que l'empowerment est un processus par lequel des individus vont se responsabiliser et se doter d'une conscience sociale qui peut devenir collective, leur permettant de développer des capacités d'action pour se prendre en charge eux-mêmes et changer leur environnement à leur couleur, donner leur couleur. J'ai déjà fait un projet de recherche dans une école où j'avais un programme, où je leur ai proposé et on devait implanter le programme de prévention avec de la formation pour tout le monde, les membres du personnel. La première année, il y a eu pas mal de résistance. C'était normal, c'est attendu, on change les pratiques, on insère des choses, même si on donne des outils tout faits, tout prêts. La deuxième année, devant les résistances et devant comment l'adhésion était plus difficile, on a changé complètement le projet. Autrement dit, on dit, vous, comment vous voyez ça? On a demandé des moments pour que l'équipe puisse se réunir et ensemble, ils ont écrit ce qu'ils appelaient leur programme d'intervention. Ils ont travaillé beaucoup plus fort, ils ont travaillé beaucoup plus d'heures que ce que le programme que je proposais leur demandait. Par contre, ce que ça donnait comme résultat, à la fin de l'année, on avait une école où il y avait un projet, le projet et une école où il n'y avait pas de projet pilote. Alors, dans l'école où les gens se sont pris c'est pas pris en main parce qu'ils se prenaient déjà en main, mais ils se sont pris en charge sur comment ils mettaient en place leurs interventions avec du temps libéré qu'on leur donnait pour le faire. Alors, le sentiment d'efficacité personnelle et collectif s'est vu améliorer par rapport à l'école où il n'y avait pas eu ce type d'intervention-là.
Alors, voyez-vous, tranquillement, moi, je m'en vais davantage sur l'accompagnement des équipes écoles plutôt que l'adhésion à un programme sans en déroger. Je pense de plus en plus que les programmes d'intervention sont là pour nous aider, sont là pour nous donner des idées, mais il faut vraiment les adapter à la culture propre de son école. Alors, le processus d'empowerment de Lemay part d'une conscience, le groupe prend conscience de sa réalité, il décide concernant les actions à mener, il crée les conditions requises avec toutes les embûches, avec toute la couleur et la particularité du milieu, va chercher des organismes communautaires, alors il peut y avoir, c'est illimité comme ressources qu'ils peuvent trouver. Ils mettent les actions en vue d'une transformation de la culture du milieu. Ils évaluent les actions, ils partagent les résultats et je leur dis aussi, vous les célébrez les résultats parce que vous avez travaillé fort toute l'année. Il ne faut pas juste le mettre un petit bulletin dans le courriel aux parents. Il faut vraiment le célébrer et montrer que tout le monde a fait des efforts. On évalue, donc, on prend une nouvelle conscience de sa réalité et on recontinue. Alors, ce sont les étapes du processus pour améliorer, pour rendre encore plus fort le pouvoir d'agir des personnes. Améliorer son pouvoir d'agir par une approche globale et positive. Je vous propose une pyramide à 4 niveaux. Parce que moi, la pyramide à 3 niveaux, je suis un peu serrée dedans. Elle ne me convient plus. Les membres de la communauté, dans une approche globale et positive, ça veut dire que tout ce qu'on fait dans l'école, on essaie de tout l'agencer dans les objectifs positifs qu'on s'est donnés. Si on veut que les écoles arrivent à aider les jeunes à développer des comportements prosociaux, l'empathie, l'amitié, l'entraide et tout ça, il faut qu'il y ait une couleur de ça dans les matières académiques, dans les autres cours, dans les sports. Alors, ça demande vraiment une mobilisation, un travail d'équipe, mais ce n'est pas des activités ponctuelles pour prévenir l'intimidation, la violence, mais c'est vraiment un ensemble qui demande de travailler ensemble, justement, pour savoir qu'est-ce que l'autre, qu'est-ce que mon voisin fait, pour que je sois complémentaire. Alors, dans une approche globale et positive, on ne cible pas que la prévention de la violence, on fait la promotion de ce qu'on veut voir. Donc, on nomme ce qu'on veut voir dans l'école. Englobe tous les aspects de la vie. C'est par contre un long processus. Ce n'est pas demain matin qu'on va arriver vraiment à dire, bon, moi, j'ai une approche globale et positive. Mais c'est vraiment en ramassant toutes les petites interventions, les collaborations avec le CLSC, avec tous les organismes, et vraiment en agençant tout ça autour d'une même philosophie, qu'on voit le fil qui vraiment traverse toutes les interventions qu'on fait. Et à la longue, c'est vraiment très, très payant. Alors, voici le modèle que je vous propose, la pyramide à 4 niveaux. Alors, c'est un modèle qui a été utilisé dans le domaine de la criminalité pour justement prévenir la criminalité chez les jeunes. Pourquoi je dis que je suis un peu à l'étroit avec la pyramide à 3 niveaux? C'est qu'on travaille déjà sur un problème. Et parfois, il y a des gens dans une école qui disent « Oui, mais moi, j'ai juste 2 % d'élèves qui sont intimidés ou qui sont harcelés. Il n'y a pas de problème dans mon école. » Mais non, parce que c'est quand même 2 % de trop. Il y en a quand même des jeunes qui ont besoin d'aide et de soutien. Par contre, si on travaille déjà à la base, on ne vient pas à l'école pour faire la prévention. Moi, je ne peux pas croire qu'on vient à l'école pour prévenir tous les problèmes qu'on dit qu'il faut prévenir. On vient à l'école pour se développer, pour apprendre à devenir les citoyens de demain, pour apprendre à se comporter en groupe, pour avoir du fun, du plaisir. Alors, toutes ces choses-là doivent être à la base des interventions. Et si chaque enfant est capable de trouver sa place dans l'école, si on lui reconnaît ses forces, même s'il n'est pas bon dans toutes sortes de choses, s'il a une place, s'il peut y venir à l'école avec plaisir, s'il connaît au moins une personne avec qui il peut parler, s'il a des amis, alors tous les efforts des adultes devraient les mettre au niveau 1. Donc, au premier niveau de cette pyramide-là, que de Klerk a appelé la mesure de prévention fondamentale. On ne travaille pas sur un problème en particulier, mais plus on met d'efforts pour travailler sur apprendre à vivre ensemble, sur la base, les interventions qu'on va mettre dans les niveaux supérieurs vont être moins importantes. Un peu comme un château de cartes, quand la base est solide, quand on revient pour ajouter des étages, la base est toujours solide. Alors, voyez-vous, ce n'est pas axé d'abord sur un problème et l'approche n'est pas axée sur le problème. Par contre, les autres niveaux sont importants. On s'entend? Quand on arrive au deuxième niveau, on travaille là vraiment sur la prévention d'un problème en particulier parce qu'on ne veut pas le voir apparaître ou on veut le voir diminuer.
Je vous disais tantôt que le modèle la pyramide à 3 étages est inspiré du modèle en santé. Mais dans le modèle en santé où on combat la maladie, il y a toujours une partie où on vise la santé optimale. Alors, produire des interventions ou agir pour justement produire une santé optimale. Si on utilise la pyramide à 4 niveaux et qu'au niveau 1, on met vraiment ce qu'on appelle, nous, des interventions universelles, mais qu'on les met vraiment en niveau 1, dans le sens de ce qu'on veut créer, c'est la promotion de certains comportements positifs. Peut-être qu'avec le premier niveau, ça nous donnerait la place de vraiment faire des interventions créatives et vraiment d'aller toucher à plein de dimensions du développement de l'enfant. Un mot sur la Charte des droits des enfants. Je suis allée l'année dernière à un symposium à Ottawa où c'était dans le domaine du droit. Alors moi, je suis en éducation ou en psychologie, mais c'était dans le domaine du droit. Et j'ai vraiment... on voyait le problème d'intimidation d'une autre façon. Donc, on a parlé beaucoup de la Charte des droits des enfants. Et ça m'a amené à réfléchir sur les jeunes qui... bon, on parle souvent des jeunes qui se font harceler, qui ont des difficultés, des conséquences et tout ça. On a aussi des difficultés à intervenir avec ceux qui agressent les pères, en préservant leur intégrité à eux aussi. Alors, j'ai extrait de la Charte de la Convention internationale des droits de l'enfant quelques extraits. Donc, notre société a la responsabilité d'offrir aux enfants une éducation qui favorise l'acquisition d'habitudes et de comportements sains et qui interdit le recours à l'abus de pouvoir pour intimider ou harceler ses semblables. Jusqu'ici, ça va bien. Les adultes doivent protéger les enfants contre toute forme de violence, d'atteinte ou de brutalité physique ou mentale, ou encore de mauvais traitements. Ils doivent veiller à ce que la discipline scolaire soit appliquée d'une manière compatible avec la dignité de l'enfant, et les enfants ne doivent pas être soumis à des peines ou à des traitements cruels, inhumains ou dégradants. Ça me fait penser à quand on utilise la punition. Jusqu'à quel point on va réfléchir aux conséquences négatives que ça peut avoir aussi sur l'enfant. Un mot sur quelques principes d'action pour un environnement scolaire bienveillant. Alors, qu'est-ce qu'une attitude bienveillante? On entend plus fréquemment parler de créer des milieux scolaires bienveillants. Alors, j'ai essayé de chercher, c'est un peu moins scientifique, mais j'ai essayé de chercher qu'est-ce qu'on pouvait bien parler quand on parle d'une attitude bienveillante. Alors, respecter l'autre, veiller à l'intégrité de tous, c'est-à-dire l'intégrité du jeune qui est à risque de se faire harceler, l'intégrité de celui qui commet les comportements qu'on ne veut pas qu'il commette, et aussi l'intégrité, le droit des enfants qui sont témoins de ces comportements-là. C'est pas facile de travailler pour répondre aux besoins de tous ces enfants-là, mais c'est important. Accompagner, c'est prendre soin de l'autre, c'est le soutenir et c'est faire avec lui. On peut protéger un enfant qui se fait harceler. Okay? Je vois souvent un jeune qui fait rire de lui ou l'intervenant va arriver puis il va le prendre. Il va dire « Arrêtez de l'achaler parce que, OK, arrêtez », puis il va le prendre sous son épaule. Sauf que c'est sûr qu'il protège. Par contre, en agissant de cette façon-là, il est en train aussi de prouver au reste des autres enfants qu'il n'est pas capable. Il est aussi en train de confirmer à cet enfant-là qu'il n'est pas capable. Donc, accompagner un jeune qui est en difficulté, qui a la difficulté à s'affirmer devant ces comportements-là, ça veut dire le protéger, mais ça veut dire lui enseigner et lui démontrer, lui montrer des façons à faire pour qu'il puisse être capable de faire face à ces situations-là. Donc, c'est prendre le temps d'écouter, d'être en relation, de démontrer de l'empathie, de viser le mieux-être du jeune, même si ce n'est pas évident puis on n'est pas content du comportement qu'il a eu. Comment on peut amener ce jeune-là à être mieux dans sa peau? Et aussi réfléchir aux bénéfices, mais aussi aux torts que peuvent causer certaines interventions, comme par exemple la suspension ou les exclusions. Alors, pour un climat bienveillant et sécurisant à long terme, parce qu'il faut qu'on pense au long terme, il ne faut pas que tous les efforts qu'on est en train de faire depuis les quelques dernières années, ce soit juste un moment comme ça, puis qu'à long terme, il n'y a pas d'effet. L'affaire, c'est qu'on pense que
on a réussi, puis on a tendance parfois à s'asseoir sur nos lauriers. Mais il faut régulièrement entretenir et continuer. Ce qui arrive, c'est que nous, on peut trouver que nos méthodes d'intervention, on les trouve plus intéressantes, on les trouve plus motivantes. Mais les enfants dans les écoles, ils passent. Ils passent, ce ne sont pas les mêmes. Mais c'est nous qui nous lassons d'utiliser les mêmes interventions. Donc, c'est important de diversifier et de créer des interventions qui nous motivent, nous, et pour lesquelles on a envie et pour lesquelles on se sent bien d'intervenir. J'ai déjà vu dans un plan d'intervention où il y avait plein de spécialistes et une enseignante. Et bon, ce qui avait été décidé, c'était que l'enfant devait avoir un contrat et l'enseignante devait signer à chaque fin de journée son contrat de bon comportement. Sauf que l'enseignante, bon, était d'accord pour dire, bon, OK, je vais le faire, mais ce n'était pas une intervention avec laquelle elle était à l'aise. Donc, choisissez des interventions avec lesquelles vous êtes à l'aise. Il en existe plusieurs interventions qui peuvent donner des effets positifs. Mais il faut vraiment que la personne soit à l'aise de la présenter aux enfants. Donc, des conditions facilitantes dans une optique de bienveillance à l'école. Alors, le bien-être général des élèves doit être la cible première. On vise par là l'engagement et l'appartenance. L'engagement de la direction, une culture de soutien qui favorise l'attachement au milieu, un curriculum scolaire intégrant les apprentissages scolaires et sociaux, des politiques claires et des procédures expliquées. C'est important que les politiques et les règles soient connues. Ce n'est pas parce qu'il y a des règles dans une école que les élèves et les parents les connaissent. Alors moi, j'ai été bien surprise de voir combien des pourcentages d'enfants ne connaissent pas, alors que l'équipe peut vraiment s'affairer à travailler fort pour mettre en place vraiment des codes de vie qui sont peu connus. Donc, utiliser l'agenda des enfants, c'est une très bonne solution. Donc, une gestion positive des écarts de conduite, la formation du personnel scolaire, la rapidité à identifier et à intervenir face aux problèmes et le partenariat école-communauté. Il faut cultiver les attitudes de bienveillance à l'école. Donc, une attitude de bienveillance à l'école, ça offre une conception de l'autorité qui est sécurisante. C'est de prendre soin des gens autour de soi parce qu'on aime ça aussi quand on prend soin de soi. Ce n'est pas du laisser-aller ou du laxisme, ce n'est pas du laisser-faire. C'est vraiment de prendre le temps d'écouter. C'est le temps de parler avec les enfants. On peut parler aux enfants, mais parler avec les enfants, c'est autre chose. Elle suscite l'attitude bienveillante, le plaisir d'apprendre et d'être ensemble. Elle engendre la confiance en soi chez les élèves. Elle leur apprend la tolérance et l'acceptation au quotidien. Elle permet aux élèves qui sont médiocres ou qui ne sont pas bons, ou à ceux qui sont souvent punis ou le mouton noir, de ne pas se sentir méprisés. Donc, il faut mettre des limites, il faut vraiment dire quel comportement on s'attend. Par contre, l'attitude bienveillante va permettre à l'enfant d'ouvrir à ce qu'on a à lui dire plutôt que de se fermer les oreilles parce qu'il a trop peur d'être pris en mal, si on peut dire. L'approche bienveillante donne surtout de l'espoir dans les situations parfois difficiles. De l'espoir aux enfants, mais aussi entre collègues quand on vit des situations difficiles. Quand des attitudes de bienveillance envers nous, c'est quelque chose qui réconforte et qui est chaud au cœur. On ne se sent pas tout seul. Un peu comme dans la vidéo qu'on a vue ce matin. Vous avez vu l'illumination des enfants. Alors, le visage s'illuminait lorsqu'ils voyaient qu'il y avait beaucoup de gens qui étaient avec eux dans leur... Alors, dans les écoles qui utilisent une approche globale et positive, on retrouve des affiches représentant les valeurs et attentes comportementales dans les différentes aires de vie, des membres du personnel qui enseignent de façon explicite les comportements attendus aux élèves, des encouragements et des félicitations explicites, spontanées, faites souvent et sous diverses formes aux élèves en public préférablement. C'est bon pour l'ego et l'image. L'accueil et des moments particuliers entre les adultes et les enfants. Il y a des écoles qui prennent vraiment le soin les 15 premières minutes pour vraiment faire un accueil personnalisé aux élèves lorsqu'ils arrivent le matin. Ça dit à l'élève, tu es quelqu'un, tu es important, je prends le temps de t'accorder du temps et je t'écoute. Des activités qui soulignent les efforts de tous les élèves et des activités facilitant le développement d'amitié entre élèves. Alors, c'est un exemple d'affiche qui véhicule des valeurs dans une école où on peut trouver... puisque ce n'est pas beau des murs blancs,
et qu'on met souvent des posters ou des affiches comme ça, les posters ou les affiches qui ont un sens. Alors, les côtoyer à tous les jours et passer au même endroit chaque jour avec le message qui est là, c'est difficile de passer à côté et de dire qu'on peut pas, qu'on ne sait pas c'est quoi le comportement qui est attendu de moi. Si on regarde aussi, compter sur l'inestimable pouvoir d'action des jeunes pour changer les choses. On parle beaucoup de l'importance d'engager, d'impliquer les enfants dans les comités de prévention, dans les comités de l'école, la radio étudiante et des choses comme ça. Mais c'est surprenant de voir comment c'est pas fait. C'est pas fait dans toutes les écoles, évidemment, mais comment il y a encore de la place pour améliorer à ce niveau-là. Quand j'ai fait ma thèse de doctorat il y a une quinzaine d'années, j'ai travaillé sur un programme qui visait à entraîner les jeunes qui avaient des problèmes graves de comportement à devenir des médiateurs. Donc, on demandait aux enfants qui eux-mêmes avaient des problèmes graves de comportement de venir en aide à d'autres. Alors, c'était complètement farfelu, mais j'avais comme senti qu'il y avait parmi ces jeunes-là des jeunes qui avaient le potentiel d'entraide. Et en développant chez ces jeunes-là ce potentiel d'entraide-là, ça a eu des effets vraiment remarquables sur l'estime d'eux-mêmes, même sur leur orientation, sur leur maintien à l'école. Leurs parents ne comprenaient pas comment ça se fait qu'on demandait à leurs enfants d'en aider d'autres, alors qu'ils étaient toujours ceux qu'on était en train d'aider. Donc, développer dans une école le sentiment d'appartenance, on peut le faire de différentes façons, mais une façon concrète, c'est vraiment de multiplier tous les systèmes d'entraide par les pairs dans une école, toutes les façons qui vont faire en sorte que les élèves vont s'aider, parce que, fait qui est étonnant, quand on parle de système d'entraide par les pairs, on pense que c'est pour aider certains enfants. Mais les effets sont beaucoup plus forts chez les jeunes aidants. Alors, le plaisir d'aider quelqu'un, la satisfaction que je récolte quand j'aide quelqu'un, le visage, le sourire, le soleil que je vois dans leur visage, ce sont des commentaires que les enfants nous ont dit. Et moi, là, il me dit que je l'avais aidé. Et là, ils veulent continuer, ils veulent continuer, ils veulent continuer. Alors, cultiver la bienveillance à l'école, c'est montrer aux élèves qu'ils peuvent être bienveillants avec leurs pairs. C'est aussi leur témoigner qu'ils ont le pouvoir de changer les choses. Les initier à l'entraide peut améliorer leurs habiletés prosociales, leur empathie, la coopération, l'altruisme et développer la sensibilité à autrui. C'est difficile d'enseigner l'empathie, comme c'est difficile d'enseigner la collaboration. C'est en la vivant, en multipliant les situations qui nous permettent de les vivre, qui fait en sorte que ces valeurs-là ou ces attitudes-là sont développées. Je vais vous montrer quelque chose qui concerne justement le développement des habiletés d'entraide, l'altruisme, la sensibilité aux autres. Je vous montre une petite vidéo. Vous me direz ce que vous en pensez. Avez-vous remarqué la satisfaction dans le visage de cet enfant-là, 18 mois? Alors, ces chercheurs-là ont démontré qu'en bas de 10, même à un enfant qui n'a pas l'accès à la parole, déjà développer des attitudes ou des prédispositions à l'altruisme et à aider les autres. Mais on peut brimer cette attitude-là comme on peut la développer. Une façon de la développer davantage, c'est de mettre en contact les enfants qui sont en situation d'agression ou qui vivent en contact, qui agressent leur père, en contact avec les émotions qu'il fait vivre à l'autre et de les nommer. Donc, oui, l'éducation à l'empathie, à l'altruisme, à l'entraide par les pairs, ça se fait. Et ça apporte une satisfaction tellement grande à ceux-là qui le font qu'ils ont envie de le refaire et de le refaire et de le refaire. Alors, je terminerai en disant qu'est-ce qu'on pourrait retenir de tout ça? Donc, encore plus que les savoirs et les outils d'intervention, les attitudes des adultes sont déterminantes pour apprendre des comportements positifs aux jeunes. Les interventions centrées sur une approche globale et positive et qui prennent en compte la Charte des droits des enfants ont de meilleures chances de promouvoir les comportements positifs à l'école. Les membres de l'équipe scolaire sont les principaux acteurs de leur milieu. Il faut leur reconnaître cette compétence, leur donner le temps de s'asseoir ensemble, je l'ai rajouté, et les accompagner. Nous pouvons changer la culture d'une école en misant sur le potentiel humain
du personnel éducatif et aussi sur le potentiel humain des enfants et leur potentiel d'entraide. Leur approche bienveillante, c'est-à-dire l'approche bienveillante des adultes, enseignera aux élèves comment ils peuvent à leur tour se comporter avec bienveillance envers leur père. Comment répandre maintenant une culture de bienveillance à l'école? Je vous laisse sur une image que j'ai été trop tentée de prendre sur Internet. C'est écrit d'où elle vient, mais bon, en fait, voilà. Comment changer le monde? Ça prend du temps, mais il faut persévérer. Merci.